L'esclavage arabo-musulman constitue l'un des systèmes serviles les plus anciens, les plus étendus et les plus durables de l'histoire humaine. Il s'est déployé sur une aire géographique immense, de l'Afrique subsaharienne aux steppes d'Asie centrale, des rivages de la mer Noire aux côtes de l'océan Indien, pendant plus de 1300 ans. Pourtant, ce phénomène reste largement méconnu du grand public occidental, éclipsé par la mémoire de la traite atlantique, qui a fait l'objet d'un travail historiographique et mémoriel considérable depuis les années 1960. Cette méconnaissance n'est pas fortuite. Elle tient à des raisons politiques, culturelles et idéologiques complexes, qui ont longtemps freiné une investigation sérieuse et dépassionnée. Aujourd'hui, les historiens disposent d'un corpus documentaire suffisamment riche pour reconstituer les grandes lignes de ce système, ses mécanismes, ses acteurs, ses victimes et ses conséquences, même si de nombreuses zones d'ombre subsistent, notamment en raison de la rareté des sources écrites laissées par les esclaves eux-mêmes. L'esclavage n'est pas une invention du monde arabo-musulman. Il existait déjà dans les sociétés pré-islamiques de la péninsule arabique, en Perse sassanide, dans l'Empire byzantin, dans les royaumes africains et dans les civilisations antiques méditerranéennes. Ce que l'islam naissant a fait, c'est intégrer cette réalité sociale dans un cadre juridique et théologique cohérent qui en a à la fois réglementé les pratiques et assuré la pérennité. Le Coran ne condamne pas l'esclavage. Au contraire, la tradition islamique classique considère l'esclavage comme une institution légale, à condition qu'il respecte un certain nombre de règles. Les musulmans libres ne peuvent pas être réduits en esclavage, la capture de prisonniers de guerre non musulmans est licite, l'affranchissement est encouragé comme acte pieux, et les esclaves ont des droits formels, notamment celui d'être nourris, logés et non mutilés arbitrairement. Ce cadre normatif a fourni une légitimation religieuse à une pratique qui s'est ensuite développée à une échelle prodigieuse avec les conquêtes islamiques des 7e et 8e siècles. Les premières de conquêtes arabes, qui ont porté l'islam de l'Espagne à l'Inde en moins d'un siècle, ont généré des flux d'esclaves considérables. Les prisonniers de guerre étaient soit tués, soit rançonnés, soit réduits en esclavage, selon les circonstances et les choix des commandants. Les populations des régions conquises qui refusaient la conversion ou le statut protégé de dhimmi, c'est-à-dire les non-musulmans, principalement chrétiens et juifs, vivant sous autorité islamique, pouvaient être asservis. Mais cette source de captifs liée aux conquêtes s'est progressivement tarie à mesure que l'expansion militaire islamique se stabilisait. Il fallut alors organiser un approvisionnement régulier et systématique en esclaves, ce qui donna naissance à plusieurs grandes routes de traite dont la géographie et l'histoire méritent d'être examinées en détail. La traite transsaharienne est sans doute la plus ancienne et la plus documentée. Elle mettait en relation les régions subsahariennes de l'Afrique, le Sahel, le bassin du lac Tchad, le Soudan nilotique, les plateaux éthiopiens, les côtes d'Afrique orientale, avec les marchés d'Afrique du Nord, d'Égypte, de la péninsule arabique et du Moyen-Orient. Les caravanes de chameaux traversaient le désert du Sahara par plusieurs axes principaux, la route de Tombouctou vers le Maroc, la route du Fezzan vers Tripoli et la route du Tibesti vers la Libye et l'Égypte. Ces voyages étaient éprouvants au point d'être meurtriers. Les esclaves, souvent enchaînés ou attachés les uns aux autres par des cordes, marchaient des semaines sous un soleil implacable, avec des rations d'eau et de nourriture réduites au strict minimum. La mortalité en chemin était effroyable. Certains historiens estiment qu'un tiers à la moitié des captifs mouraient avant d'atteindre leur destination. Ibn Battuta, le grand voyageur arabe du XIVe siècle, décrit avec une certaine indifférence les ossements blanchis qui jalonnaient les pistes caravanières sahariennes, témoins silencieux d'une hécatombe permanente. Les sources qui permettent d'estimer les volumes de cette traite
sont fragmentaires et indirectes. Elles incluent les registres des douanes et des taxes, les récits de voyageurs, les chroniques des souverains africains et les écrits des géographes arabes médiévaux. Sur la base de ces données, les historiens spécialisés, en premier lieu Ralph Austin et Paul Lovejoy, ont proposé des estimations qui, malgré leur marge d'incertitude, donnent une idée de l'ampleur du phénomène. Pour la seule traite transsaharienne, on parle de 9 à 12 millions d'individus déportés entre le 7e et le 20e siècle. Si l'on ajoute la traite de la mer Rouge qui alimentait les marchés de la péninsule arabique, de la Perse et de l'Inde depuis les ports érythréens et somaliens, ainsi que la traite de l'océan Indien qui drainait les populations de l'Afrique orientale et de Madagascar vers Oman, la péninsule arabique, l'Inde et même la Chine, les chiffres totaux oscillent entre 14 et 17 millions de personnes sur l'ensemble de la période, certaines estimations montant jusqu'à 19 millions. Ces ordres de grandeur sont comparables à ceux de la traite atlantique, souvent estimés à 12 à 15 millions de personnes déportées vers les Amériques entre le XVe et le XIXe siècle. Il faut cependant prendre garde à ne pas comparer mécaniquement ces deux systèmes comme s'ils étaient identiques. La traite arabo-musulmane et la traite atlantique diffèrent sur plusieurs points essentiels qui en conditionnent les effets démographiques et sociaux. La traite atlantique était concentrée sur une période de 4 siècles et visait massivement les hommes en âge de travailler dans les plantations sucrières, cotonnières et minières des Amériques. Elle a produit de grandes communautés afrodescendantes aux Caraïbes, au Brésil et en Amérique du Nord, dont l'histoire est au cœur de la mémoire collective de ces sociétés. La traite arabo-musulmane, étalée sur une douzaine de siècles, était démographiquement différente en ce qu'elle touchait proportionnellement davantage de femmes et d'enfants destinés aux services domestiques, au harem et à la concubinage. Les hommes captifs étaient souvent castrés pour servir comme eunuques, ce qui explique en partie pourquoi les populations déportées n'ont pas formé de communautés nombreuses et durables dans les sociétés d'accueil. Beaucoup ne pouvaient pas se reproduire, et les enfants nés de mères esclaves dans le monde islamique avaient un statut légal plus complexe, potentiellement libre si leur père était leur maître. Les modalités de la capture des esclaves constituent un chapitre particulièrement sombre de cette histoire. Contrairement à une idée reçue, la majorité des esclaves n'étaient pas capturés directement par des marchands arabes ou berbères parcourant l'Afrique. Le système reposait sur une chaîne d'intermédiaires africains qui jouaient un rôle central dans la production des captifs. Des États africains puissants, comme le Bornou autour du lac Tchad, le Kanem, le Songhai, le Dahomey, le sultanat de Zanzibar ou les royaumes swahilis de la côte orientale africaine, organisaient des razzias sur des populations voisines plus faibles, capturaient des prisonniers de guerre lors de conflits internes ou recevaient des tribus en esclaves de communautés vassales. Ces États africains étaient donc des acteurs à part entière du système esclavagiste, et pas seulement des victimes passives. Cette réalité complexe est parfois difficile à intégrer dans des récits qui tentent à présenter les populations africaines comme uniformément victimes, alors qu'elles étaient aussi, selon leur position dans les hiérarchies politiques et sociales, des agents actifs du commerce d'êtres humains. L'implication des souverains et des marchands africains musulmans dans la traite est particulièrement bien documentée pour la période des XVIIIe et XIXe siècles, lorsque la demande des marchés arabes atteignit son apogée. Des figures comme Tipu Tip, le célèbre marchand et chef de guerre arabo-swahili, qui opérait depuis Zanzibar vers l'intérieur du Congo, incarnent cette réalité. Tipu Tip était lui-même d'origine mixte arabe et africaine. Il organisait des expéditions de capture qui ravageaient des régions entières du Congo
et de la Tanzanie actuelle, rassemblant des convois de plusieurs milliers de captifs qui l'acheminaient vers les marchés côtiers. Les récits des explorateurs européens de l'époque, notamment David Livingstone et Henry Morton Stanley, décrivent avec horreur les villages brûlés, les cadavres abandonnés et les longues colonnes de prisonniers enchaînés qui constituaient la réalité quotidienne de ces régions sous l'emprise des marchands d'esclaves. La destination des esclaves déterminait leurs conditions et leur espérance de vie. Les esclaves employés aux travaux agricoles, notamment dans les grandes propriétés d'Irak, d'Arabie ou d'Égypte, connaissaient les conditions les plus dures. L'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire de l'esclavage arabo-musulman est la révolte des Anges, qui eut lieu en Irak entre 869 et 883. Les Anges étaient des esclaves africains originaires de la côte orientale de l'Afrique. Le terme Zange désignait précisément ces populations, employées à drainer les marais salants de la basse Mésopotamie dans des conditions de travail épouvantables. Ils se révoltèrent sur Yassina. Ils se révoltèrent sous la direction d'un homme nommé Ali ibn Muhammad. La révolte dura 14 ans à un âge, ravagea l'Irak méridional, prit des villes importantes comme Basra et ne fut écrasée qu'au terme d'une guerre épuisante par les armées abbassides. La dynastie abbasside régna sur le califat islamique de 750 à 1258. C'est l'une des rares révoltes d'esclaves de grande ampleur documentées dans le monde islamique médiéval, et sa férocité donne une idée de la brutalité des conditions d'existence que pouvaient connaître les esclaves agricoles. Les conditions étaient généralement moins dures, quoique nullement bienveillantes, pour les esclaves domestiques qui constituaient la catégorie la plus nombreuse dans les sociétés urbaines du monde islamique. Ces esclaves servaient dans les maisons des familles aisées, effectuant les tâches ménagères, la cuisine, l'entretien, le portage et l'accompagnement de leurs maîtres. Leur proximité avec les familles leur conférait parfois un certain degré d'intégration sociale, voire une affection réelle de la part de leur maître. Mais cette proximité était aussi synonyme de dépendance absolue et d'absence de toute autonomie. Les esclaves domestiques pouvaient être vendus, donnés, loués ou hérités comme n'importe quel autre bien. Leur sort dépendait entièrement du caractère et de l'humeur de leurs propriétaires, sans recours légal réel. La situation des esclaves concubines mérite une attention particulière. Dans le droit islamique classique, un homme libre peut avoir des relations sexuelles avec ses esclaves femmes sans que cela constitue une faute morale ou légale. L'esclave concubine, appelée souriya, concubine esclave d'un homme libre, ou mwalad, si elle donne un enfant à son maître, acquiert un statut légal particulier. Elle ne peut plus être vendue après avoir enfanté, et elle doit être libérée à la mort de son maître. Les enfants nés de cette union sont légalement libres et portent le nom et la lignée de leur père. Ce système a favorisé une certaine mobilité sociale pour les descendants d'esclaves, mais il n'en reste pas moins fondé sur l'exploitation sexuelle de femmes privées de tout droit à refuser. Les harems des souverains islamiques, qu'il s'agisse des califes abbassides de Bagdad, des sultans ottomans de Constantinople, des émirs de Cordoue ou des sultans marocains, comptaient des centaines, parfois des milliers de femmes esclaves. Le harem était une institution totalement dépendante de la traite, et sa persistance a maintenu une demande structurelle en femmes capturées dans les territoires non islamiques. L'eunuque occupe une place à part dans cette histoire. La castration des esclaves mâles, pratiquée pour les mettre au service des harems comme gardiens ou pour les employer dans des fonctions administratives requérant une confiance absolue, est une réalité bien documentée du monde islamique, médiéval et moderne. La loi islamique interdit formellement la castration, mais cette interdiction était largement contournée.
La castration était effectuée dans des régions périphériques, souvent en Nubie, en Éthiopie ou dans certaines zones d'Afrique subsaharienne, avant l'entrée des captifs sur les marchés islamiques. Les Coptes chrétiens d'Égypte, du monastère de Deir el-Adra en Égypte, sont parfois cités dans les sources médiévales comme des spécialistes involontaires de cette pratique, imposée par les autorités locales. La mortalité liée à la castration était très élevée, estimée à plus de la moitié des opérés, ce qui explique le prix exorbitant des eunuques sur les marchés. Les eunuques qui survivaient pouvaient néanmoins gravir les échelons du pouvoir. Certains devinrent des généraux, des vizirs, c'est-à-dire conseillers principaux d'un souverain, ou des administrateurs influents, notamment dans l'Empire ottoman et dans l'Égypte mamelouk. Les Mamelouks, justement, constituent un cas à part dans l'histoire de l'esclavage islamique. Ce terme désigne des esclaves soldats, recrutés principalement parmi les peuples turcs d'Asie centrale, les Circassiens du Caucase et les Slaves des steppes pontiques. Achetés jeunes, convertis à l'islam et formés aux arts militaires, ces esclaves soldats formaient des corps d'élite au service des souverains islamiques. Ils jouissaient d'un prestige et d'une influence considérables et pouvaient s'affranchir et s'élever aux plus hautes fonctions. En Égypte, les Mamelouks prirent le pouvoir en 1250 et fondèrent une dynastie qui gouverna le pays jusqu'en 1517 et dont les sultans étaient eux-mêmes d'anciens esclaves. Ce cas montre que l'esclavage dans le monde islamique n'était pas un État hermétiquement fermé. Des passerelles existaient vers la liberté et même vers le sommet de la hiérarchie sociale, du moins pour certaines catégories d'esclaves masculins. Mais cette mobilité ascendante exceptionnelle ne doit pas occulter la réalité ordinaire de l'immense masse des esclaves, voués à une existence de servitude sans espoir réel d'émancipation. Les marchés d'esclaves étaient des institutions publiques et réglementées dans les grandes villes du monde islamique. Le marché de Zanzibar, celui du Caire, celui de Bagdad ou ceux de Marrakech et de Tombouctou étaient des lieux où s'effectuaient des transactions quotidiennes, en plein jour, selon des règles commerciales précises. Les esclaves étaient examinés comme des animaux de bétail. On inspectait leurs dents, leurs muscles, leurs organes génitaux. On les faisait marcher, courir, chanter, pour évaluer leur santé et leurs aptitudes. Des garanties contre les vices cachés existaient dans le droit commercial islamique, qui permettaient à un acheteur de retourner un esclave malade ou handicapé dans un délai défini. Des spécialisations s'étaient développées. Les esclaves éthiopiennes étaient réputées pour leur beauté et très prisées comme concubines. Les esclaves nubiens mâles pour leur force physique. Les esclaves circassiennes pour leur teint clair et leur élégance. Les esclaves turcs pour leur aptitude militaire. Ces représentations qui mêlaient préjugés ethniques et calculs économiques structuraient le marché et déterminaient les prix. Les prix des esclaves variaient considérablement selon le sexe, l'âge, l'origine ethnique et les compétences. Une jeune femme circassienne, au nord du Caucase, éduquée pouvait atteindre des sommes très élevées sur les marchés ottomans du XVIIe ou XVIIIe siècle, comparables au prix d'une propriété foncière de taille moyenne. Un eunuque formé à la musique et à la comptabilité valait une fortune. À l'inverse, un adulte non qualifié d'origine africaine se vendait pour un prix modeste. Ces écarts de prix reflétaient les inégalités profondes qui structuraient le système esclavagiste arabo-musulman, où les hiérarchies ethniques et de genre se superposaient aux hiérarchies de classe. La dimension géographique de la traite arabo-musulmane est impressionnante par son étendue. Au nord, les marchands arabo-berbères achetaient des esclaves slaves et caucasiens auprès des Khazars, peuple turcophone, des Varegs, marchands et guerriers de Scandinave,
ancêtre des Vikings et des marchands byzantins, exportant ses populations vers les marchés égyptiens et moyen-orientaux. La traite des Slaves était si significative que le mot « esclave » dans de nombreuses langues européennes, slave en anglais, sklave en allemand, schiavo en italien, dérive du nom de ce peuple. La route de la soie et les pistes caravanières d'Asie centrale acheminaient des captifs turcs, mongols et persans vers les marchés du monde islamique. Vers l'est, des esclaves africains arrivaient jusqu'en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est. Des communautés d'afro-descendants, dont certaines subsistent encore aujourd'hui, existent au Pakistan, en Inde, dans le Golfe Persique et jusqu'en Asie du Sud-Est, témoins de ces migrations forcées de très longue distance. L'Afrique orientale et la côte Swahili, c'est-à-dire sa zone littorale à l'est du continent africain, constituent un chapitre central de cette histoire. L'archipel de Zanzibar, devenu au XIXe siècle le principal entrepôt de la traite dans l'océan Indien, sous l'autorité des sultans omanais, était le cœur d'un réseau commercial qui rayonnait jusqu'au lac Tanganyika et au Congo. Des marchands arabes, swahili et indiens finançaient les expéditions de capture, avançaient des marchandises aux chefs africains en échange de captifs et organisaient le transport maritime vers la péninsule arabique, la Perse et l'Inde. On estime qu'au plus fort de la traite, au milieu du XIXe siècle, plus de 50 000 esclaves transitaient chaque année par Zanzibar. Cette date est significative. La traite arabo-musulmane atteignit son apogée au moment même où la traite atlantique était abolie sous la pression britannique, ce qui suggère une corrélation entre les deux systèmes, la fermeture d'un marché stimulant l'autre. La question de l'abolition de la traite arabo-musulmane est complexe et douloureuse. Elle ne résulte pas d'un mouvement interne au monde islamique comparable à l'abolitionnisme européen et américain. Si des voix se sont élevées dans le monde islamique pour questionner l'esclavage, elles restèrent très minoritaires et n'ont pas produit de mouvement politique organisé. C'est essentiellement sous la pression extérieure des puissances européennes, notamment de la Grande-Bretagne, que l'abolition fut progressivement imposée. La Royal Navy patrouilla les côtes africaines et les eaux de l'océan Indien tout au long du XIXe siècle pour intercepter les navires négriers. Des traités furent conclus avec les sultans et les potentats locaux pour les contraindre à interdire la traite. L'Oman signa un premier traité avec la Grande-Bretagne en 1822, puis d'autres en 1839 et 1845 qui théoriquement limitaient la traite maritime. Mais l'application de ces traités était très imparfaite, et la traite continua de manière clandestine pendant des décennies. Le sultanat de Zanzibar ne ferma officiellement son marché aux esclaves qu'en 1873, sous une pression britannique intense. L'Égypte abolit formellement l'esclavage en 1877 sous Ismaïl Pacha, là encore sous pression extérieure. La péninsule arabique fut beaucoup plus lente. L'Arabie saoudite n'abolit officiellement l'esclavage qu'en 1962 et Oman en 1970, faisant de ces pays parmi les derniers au monde à maintenir légalement cette institution. Le Yémen du Nord abolit l'esclavage en 1962 et la Mauritanie en 1981. Officiellement, car des formes de servitude de facto persistent dans ce pays jusqu'à aujourd'hui, selon plusieurs organisations de droits humains. Cette persistance tardive de l'esclavage dans le monde arabo-musulman est un fait qui mérite d'être mentionné sans détour, même s'il ne doit pas conduire à des jugements anachroniques ou culturellement réducteurs. L'abolition formelle, d'ailleurs, ne mit pas fin immédiatement aux pratiques réelles. Dans de nombreuses régions, des formes de servitude déguisées sous des noms différents existent, comme la kafala dans les pays du Golfe.
La kafala, c'est le système juridique en vigueur dans plusieurs pays du Golfe, liant un travailleur migrant à un employeur sponsor qui contrôle son visa et sa liberté de circuler. Ce système empêche le travailleur de changer d'employeur sans autorisation et l'expose à de graves abus. L'impact démographique de la traite arabo-musulmane sur les populations africaines est difficile à quantifier avec précision, mais il fut certainement considérable. Certains historiens, comme John Iliffe, ont estimé que la combinaison de la traite atlantique et de la traite arabo-musulmane a contribué à une stagnation, voire à un déclin de la population de l'Afrique subsaharienne entre le XVIIe et le XIXe siècle, alors que les populations européennes et asiatiques croissaient rapidement. D'autres spécialistes, comme Patrick Manning, ont proposé des modèles démographiques suggérant que la traite arabo-musulmane, plus diffuse dans le temps et l'espace que la traite atlantique, a eu des effets différemment répartis selon les régions. Quoi qu'il en soit, des régions entières ont été durablement dépeuplées et déstabilisées. Les razzias récurrentes empêchaient le développement de l'agriculture et de l'artisanat, forçaient les populations à s'installer dans des zones refuges difficiles d'accès et maintenaient un climat d'insécurité chronique qui entravait tout progrès économique et social. Les conséquences politiques furent également profondes. Pour se protéger des razzias, certaines populations se regroupèrent sous l'autorité de chefs guerriers capables d'assurer leur défense, favorisant l'émergence de structures étatiques centralisées mais parfois despotiques. D'autres se fragmentèrent en petites unités mobiles et dispersées, ce qui les rendait plus difficiles à capturer, mais aussi moins à même de construire des institutions politiques durables. Les royaumes qui participaient activement à la traite, comme le Dahomey, dont l'économie dépendait largement de la vente d'esclaves, développèrent des cultures guerrières et des structures politiques spécifiquement orientées vers la production de captifs. La traite a ainsi profondément remodelé le paysage politique de l'Afrique subsaharienne, avec des effets qui s'étendent bien au-delà de la période esclavagiste elle-même. Sur le plan culturel et religieux, la traite arabo-musulmane a contribué à la diffusion de l'islam en Afrique subsaharienne. Les marchands arabes et les communautés islamiques qui s'installèrent le long des routes commerciales apportèrent leur religion avec eux, et la conversion à l'islam offrait en théorie une protection contre la réduction en esclavage, les musulmans ne pouvant légalement pas être réduits en esclavage par d'autres musulmans. Cet argument a parfois été présenté comme un facteur de diffusion pacifique de l'islam, mais la réalité est plus ambiguë. La frontière entre musulmans et non-musulmans n'était pas toujours respectée, et des populations converties continuaient d'être victimes de razzias perpétrées par des chefs qui se réclamaient eux-mêmes de l'islam. Le regard que les sociétés islamiques ont porté sur les esclaves africains mérite également d'être examiné. Des préjugés de couleur et des représentations négatives des Africains subsahariens sont documentés dans la littérature arabe médiévale. Des auteurs comme Ibn Khaldoun, historien et philosophe arabe du XIVe siècle, ont développé des théories pseudo-climatiques pour expliquer et justifier la prétendue infériorité des peuples noirs, affirmant que le climat chaud du pays des Noirs les rendait naturellement peu enclins à la raison et aptes à la servitude. Ces théories racistes, même si elles n'étaient pas universellement partagées. Dans le monde islamique, d'autres auteurs arabes ont célébré la beauté et les qualités des Africains, ont contribué à naturaliser l'esclavage des populations d'Afrique subsaharienne et à lui donner une apparence de légitimité intellectuelle. Le terme péjoratif abd, qui signifie esclave en arabe, a été utilisé pour désigner les Africains noirs en général, indépendamment de leur statut juridique réel, et continue d'être employé comme insulte raciste dans certaines régions arabophones jusqu'à nos jours.
Cette dimension raciale de l'esclavage arabo-musulman est un sujet délicat qui suscite des débats historiographiques importants. L'historiographie est l'étude de la manière dont l'histoire est écrite, des méthodes des historiens et de l'évolution des interprétations d'un même événement au fil du temps. Certains historiens, comme Bernard Lewis, ont insisté sur le fait que l'esclavage islamique était moins rigidement racialisé que l'esclavage américain, dans la mesure où des esclaves blancs, slaves, circassiens et turcs coexistaient avec des esclaves noirs africains. D'autres, comme Chouki El Hamel, ont souligné que si l'esclavage n'était pas exclusivement racial dans le monde islamique, une hiérarchie raciale s'est progressivement installée qui associait de manière croissante la noirceur à la servitude, surtout à mesure que les esclaves blancs devenaient plus rares et que les Africains subsahariens constituaient la grande majorité des personnes asservies. Cette racialisation progressive de l'esclavage a laissé des traces durables dans les représentations et les structures sociales de nombreux pays arabes et africains islamisés, contribuant à des formes persistantes de discrimination à l'égard des populations d'ascendance africaine subsaharienne. L'historiographie de l'esclavage arabo-musulman a connu d'importants développements depuis les années 1970. Des pionniers comme Nehemiah Levzion, Ralph Austin et Paul Lovejoy ont posé les bases d'une étude sérieuse du phénomène, croisant les sources arabes, les données archéologiques, les traditions orales africaines et les documents d'archives européens de l'époque coloniale. Des historiens africains comme Joseph Kizerbo et Cheikh Anta Diop ont abordé la question depuis des perspectives différentes, insistant sur les responsabilités africaines dans la traite, tout en soulignant les effets dévastateurs de celle-ci sur les sociétés du continent. Des auteurs comme Tidiane Ndiaye ont contribué à populariser cette histoire auprès d'un public plus large en France, parfois de manière polémique, mais en posant des questions importantes sur la mémoire et la reconnaissance de cette traite. La question mémorielle est effectivement centrale et demeure largement non résolue. Alors que la traite atlantique a fait l'objet d'une reconnaissance officielle par les États concernés, la France a reconnu la traite négrière atlantique comme crime contre l'humanité par la loi Taoubira de 2001, la traite arabo-musulmane n'a bénéficié d'aucune reconnaissance comparable de la part des États arabes ou des organisations islamiques internationales. Cette asymétrie est souvent dénoncée par des militants et des intellectuels africains et afro-descendants qui y voient une forme de déni ou de complicité. Les raisons de cette absence de reconnaissance sont multiples. Le poids politique des pays du Golfe dans l'économie mondiale, la sensibilité religieuse qui entoure toute critique des pratiques historiques des sociétés islamiques et les liens économiques et culturels qui unissent l'Afrique subsaharienne au monde arabe. L'absence de témoignages écrits laissés par les esclaves eux-mêmes constitue une limite majeure de l'historiographie. Contrairement au monde atlantique, qui a produit des récits d'esclaves remarquables comme ceux d'Olaouda Equiano ou de Frederick Douglass, le monde islamique n'a pratiquement pas laissé de textes rédigés à la première personne par des hommes ou des femmes réduits en esclavage. Cette absence s'explique par plusieurs facteurs. Le faible taux d'alphabétisation des captifs en général, la destruction ou la dispersion des archives personnelles, et peut-être aussi l'absence d'un marché d'édition et de lecture susceptible d'accueillir et de valoriser de tels témoignages. Les quelques rares voix qui nous sont parvenues, des poèmes, des fragments insérés dans des œuvres d'auteurs libres, des plaintes enregistrées devant des juges, ne constituent qu'un écho lointain et partiel de l'expérience vécue des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont subi ce système. Penchons-nous maintenant sur les razzias barbaresques. Un aspect souvent méconnu de la traite arabo-musulmane concerne les victimes européennes et notamment celles enlevées sur les côtes de la Méditerranée et même au-delà.
De la fin du XVe siècle jusqu'au début du XIXe, des hommes, des femmes et des enfants européens, dont de nombreux Français, furent capturés lors de raids organisés depuis les ports d'Afrique du Nord et vendus comme esclaves dans les marchés d'Alger, Tunis et Tripoli. On appelait États ou régences barbaresques les trois principales entités semi-autonomes sous suzeraineté ottomane, la régence d'Alger, la plus puissante et la plus active, la régence de Tunis et la régence de Tripoli. Elle dépendait nominalement de l'Empire ottoman, mais jouissait d'une grande autonomie. La course barbaresque, ou piraterie d'État, constituait l'une des principales ressources économiques de ces régences. Les barbaresques est donc le nom donné par les Européens aux pirates et corsaires musulmans. Leurs expéditions pouvaient prendre deux formes distinctes, l'attaque en mer contre des navires marchands et les débarquements éclairs sur les côtes pour enlever des populations civiles. C'est cette seconde forme qui terrorisa durablement les littoraux méditerranéens. Les vaisseaux corsaires, rapides et bien armés, étaient souvent commandés par d'anciens captifs européens ou des aventuriers qui avaient embrassé l'islam, les renégats. Ces hommes connaissaient parfaitement les côtes européennes, les langues locales et les habitudes des populations, ce qui les rendait particulièrement efficaces pour planifier des raids. La France fut l'une des nations les plus touchées. Les côtes de Provence, du Languedoc, de la Corse, mais aussi plus surprenamment de l'Atlantique, furent régulièrement frappées par ces raids. Les villages côtiers vivaient dans une terreur permanente et nombre d'entre eux furent partiellement ou totalement abandonnés. Les chroniques locales et les registres paroissiaux de l'époque témoignent de l'ampleur du traumatisme. Sur les côtes de Provence, les attaques furent particulièrement intenses au XVIe et XVIIe siècle. En 1536, les corsaires ottomans sous les ordres de Barberousse, un amiral algérien devenu l'un des plus redoutés de Méditerranée, ravagèrent les côtes provençales avec la complicité paradoxale du roi de France François Ier, alors allié circonstanciel des Ottomans contre les Habsbourg. La ville de Toulon dut même accueillir la flotte ottomane en 1543 à 1544, dans une alliance qui scandalisa l'Europe chrétienne. Des villages comme Sanary-sur-Mer, Bandol ou Saint-Tropez connurent des razzias répétées. En 1637, le village de Biot, dans les Alpes-Maritimes, vit sa population presque entièrement emmenée en captivité. Plusieurs dizaines d'habitants furent capturés en une seule nuit. La reconstruction du village nécessita l'appel à des colons venus des villages voisins. La Corse fut l'une des terres les plus meurtries par ces raids. L'île, alors sous domination génoise, souffrit d'attaques si régulières que des dizaines de villages côtiers furent définitivement abandonnés au profit de l'intérieur des terres. Des tours de guet génois parsèment encore aujourd'hui le littoral corse. Leur construction massive au XVIe et XVIIe siècle répond directement à la menace des corsaires barbaresques. La ville d'Ajaccio elle-même fut fondée en partie pour résister à ces incursions. Des estimations locales évoquent plusieurs milliers de Corses emmenés en esclavage au cours de ces 2 siècles. Les côtes du Languedoc n'étaient pas davantage à l'abri. Sète, Agde, Montpellier-sur-Mer, aujourd'hui Palavas, et de nombreux villages du littoral héraultais et gardois furent tout touchés. Les pêcheurs sortaient peu sans risque d'être capturés en mer, et certaines côtes furent pratiquement désertées. Les autorités locales finirent par imposer des rondes de guet et des chaînes de tour à tour, un système d'alerte côtière reposant sur l'allumage de feux visibles d'une tour à l'autre. Ce qui est peut-être le plus stupéfiant pour l'imaginaire collectif, c'est que ces raids ne se limitèrent pas à la Méditerranée. Des corsaires partirent de Salé, port du Maroc atlantique, pour mener des opérations de capture jusqu'aux côtes de l'Atlantique. Au début du XVIIe siècle, une puissante république de Salé, cité-État corsaire du Maroc atlantique,
fondée par des Morisques expulsés d'Espagne et dirigée par des renégats européens, lançait des expéditions de plus en plus audacieuses. En 1631, une attaque d'une violence exceptionnelle frappa Baltimore, en Irlande. Plus de 100 villageois furent enlevés et vendus sur les marchés d'Alger. En 1627, les corsaires de Salé attaquèrent les côtes d'Islande et ramenèrent plusieurs centaines de captifs. Des côtes normandes et bretonnes furent également frappées à plusieurs. Reprise, les habitants de petits ports de pêche de la côte atlantique française étaient directement concernés. Des archives de la marine et des registres consulaires français de Marseille conservent des centaines de lettres déchirantes de familles cherchant à retrouver des proches enlevés et de captifs suppliant qu'on paye leur rançon. Une fois débarqués sur les côtes d'Afrique du Nord, les captifs européens, appelés esclaves chrétiens pour les distinguer des esclaves noirs, étaient vendus dans les marchés d'Alger, de Tunis ou de Tripoli. Leur sort dépendait ensuite de leur fortune personnelle et de leurs compétences. Les artisans, médecins, ingénieurs et marins étaient appréciés et pouvaient bénéficier de conditions de vie moins dures. Les autres étaient astreints aux travaux les plus pénibles, ramer sur les galères, construire des fortifications, extraire des pierres. Les femmes pouvaient être intégrées dans les harèms. Les captifs qui avaient des familles suffisamment riches pouvaient espérer être rachetés. Le système de la rançon était en effet central dans cette économie de la captivité. Des ordres religieux catholiques, comme les Trinitaires et les Mercédaires, se spécialisèrent dans la collecte de fonds pour le rachat des captifs chrétiens. Ces ordres négociaient directement avec les autorités barbaresques et organisèrent des centaines de missions de rachat entre le XIIIe et le XIXe siècle. Des quêtes étaient organisées dans les paroisses françaises et des registres de collecte témoignent de l'implication de la société civile entière dans ces opérations. Saint Vincent de Paul lui-même, l'illustre prêtre français, fondateur de la charité, fut capturé par des corsaires en 1605, alors qu'il voyageait en mer et passa plusieurs années en captivité en Tunisie avant d'être libéré. Les historiens ont proposé diverses estimations de l'ampleur totale de cette traite européenne. L'historien américain Robert Davis, dans son ouvrage Christian Slaves, Muslim Masters, 2003, a avancé le chiffre, très débattu, d'1 million à 1,250 million Européens réduits en esclavage dans les États barbaresques entre 1530 et 1780. D'autres historiens, comme Michel Fontenay ou Paul Bepler, proposent des chiffres plus modestes, mais toujours considérables, plusieurs centaines de milliers de captifs sur l'ensemble de la période. Pour la seule ville d'Alger, qui fut au XVIIe siècle l'un des plus grands marchés d'esclaves du monde méditerranéen, les populations serviles pouvaient représenter jusqu'à 1/5 de la population totale, soit plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les chiffres concernant spécifiquement les captifs français sont difficiles à établir avec précision, mais les archives consulaires et ecclésiastiques permettent d'estimer à plusieurs dizaines de milliers le nombre de Français réduits en esclavage en Afrique du Nord entre le XVIe et le début du XIXe siècle. Certaines sources évoquent jusqu'à 20 000 à 35 000 captifs français à un moment donné de la période la plus intense, au milieu du XVIIe siècle. La course barbaresque ne cessa véritablement qu'avec la conquête française d'Alger en 1830, souvent présentée dans l'historiographie française comme le début de la colonisation, mais qui avait aussi une dimension de réponse à des siècles de prédation et d'humiliation. Auparavant, diverses tentatives diplomatiques et militaires européennes avaient cherché à mettre fin à ces pratiques avec un succès limité. La marine américaine, après l'indépendance des États-Unis, mena 2 guerres de barbarie, 1801 à 1805 et 1815,
pour forcer les États barbaresques à libérer les captifs américains et cesser les attaques contre les navires battant pavillon américain. Le Congrès de Vienne de 1815 condamna officiellement la course barbaresque, mais ce n'est qu'avec l'intervention française de 1830 que cette activité cessa définitivement sur les côtes algériennes. Cette dimension de la traite arabo-musulmane, l'esclavage des Européens, est longtemps restée dans l'ombre, en partie parce qu'elle ne cadrait pas avec les récits mémorieux dominants sur la colonisation et l'esclavage atlantique qui font des Européens uniquement des bourreaux et jamais des victimes. Elle mérite pourtant d'être enseignée et reconnue, non pour relativiser d'autres formes d'esclavage, mais parce qu'elle fait partie intégrante de l'histoire complexe et douloureuse des échanges forcés d'êtres humains à travers les âges.